Comme d'autres, le patron du petit café d'en face craint les retombées d'une éventuelle fermeture de la mine. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Ah ben oui, hein. Moi ici, moi s'il n'y a plus de mineurs et c'est mini-ferme, je peux fermer avec et partir. Hein. Tel était le climat ce matin à Wagny. Le mouvement était très suivi aussi dans les autres bassins de la région. Cet après-midi, l'intersyndicale se réunit à Lens pour décider de la suite. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mer à gauche. Depuis près de 20 ans, on observe une montée des idées nationalistes dans la classe ouvrière du Nord. Nous sommes allés à la rencontre des témoins directs de ce phénomène. Nous avons rencontré des militantes, des travailleuses, des élus locaux, des ouvrières, dont les témoignages précieux nous permettront de mieux comprendre ce tournant historique dans la classe ouvrière du Nord. Alors, je m'appelle Marie-France Garbet, j'ai 67 ans. Je suis en retraite depuis 3 ans, depuis 2018. J'habite Flins-les-Raches depuis 2000. Alors, je travaillais à la Poste. J'ai commencé d'abord au centre de chèques postaux, qui était une grosse usine. À la suite de quoi, j'ai occupé un poste que je n'avais jamais occupé, celui de secrétaire de direction dans une entreprise d'électricité industrielle. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans et évidemment, l'esprit militant est déjà apparu à cette époque-là, mais il était déjà apparent bien avant. Et au bout de 4 ans, il y a eu une vague de licenciements et une secrétaire de direction ne prend pas position normalement pour les salariés qui sont mis sur la sellette. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la suite de quoi, donc, j'ai eu un licenciement avec négociation. Après, j'ai réintégré la Poste après avoir fait un enfant, en reprenant le poste de guichetière, chose que je ne connaissais pas à l'époque, à la Poste d'Hellemmes. Puis petit à petit, j'ai gravi des échelons, je suis arrivée au niveau de chef d'établissement à la Poste et puis j'ai terminé ma carrière sur une suppression de poste, puisque les chefs d'établissement ont subi des suppressions de poste aussi. Je m'appelle Marie-Hélène Bourlard, j'ai 64 ans et aujourd'hui je suis retraitée du textile habillement cuir. J'ai travaillé 36 ans dans l'usine de CCE ici, ex-Biedermann. Après, l'usine elle a fermé, je me suis reconvertie, j'étais ambulancière pendant 8 ans. J'étais presseuse en confection, donc on fabriquait des costumes de haut de gamme, Kenzo, Givenchy, Mascula bien sûr, et moi je pressais les vestes du repassage, quoi. Les conditions de travail, c'était très dur, hein, on travaillait à la pièce, donc on nous disait dans la journée, il fallait faire 40 pièces ou 50, j'imagine, hein, 40 pièces ou 50 pièces. Il fallait absolument les faire. Donc, moi, j'ai connu qu'il y a des filles qui travaillaient entre les midis pour rattraper leurs pièces. Donc, c'est vrai que Puis, il y avait la chaleur aussi. Il faisait 40 degrés dans les ateliers. Ah, c'était pas facile, non, pas du tout, pas du tout. Et puis, il y avait tout le temps les chefs derrière avec des chronomètres, parce qu'on était chronométrés par pièce. Donc c'était très dur, les conditions de travail étaient très dures. L'usine elle a fermé en 2009 par rapport à la délocalisation. Les patrons qui étaient à l'origine, comme LVMH, il fallait gagner plus d'argent, donc il a délocalisé la production en Pologne. Et après, la Pologne, ça a été la Slovénie. Depuis 1980, le textile était délocalisé, hein, et ça continuait. Hein. Ah oui, c'est la version Wiesel, parce qu'on était rentable. Hein, les filles étaient payées au SMIC, hein, alors qu'on faisait des costumes de haut de gamme à 1000 euros, 2000 euros, donc on était rentable. Depuis 2007 jusqu'à 2009, on ne s'est pas laissé faire. On a fait des grèves, on a occupé LVMH, les actionnaires à Paris, on a occupé des magasins Armentieri, parce que devant il y avait des magasins Armentieri, on les occupait aussi régulièrement. Et c'est vrai que pendant 3 ans, ça a été très dur, quoi. Moi, je l'ai vécu
mal, parce qu'on a travaillé 36 ans, la plupart avaient 30 ans de boîte. Et de nous mettre à la porte comme ça parce qu'on n'est plus rentable, c'est pas facile pour les gens, quoi. Et pour trouver du travail ici dans le Nord, ça n'a pas été facile parce qu'il n'y avait plus rien. Donc c'est ça surtout. Au tout départ, bien sûr, hein, tu prends ta carte d'adhésion et puis après tu vois comment les choses évoluent. Je connaissais la CGT par mon père déjà, ça il faut le savoir. Mon père n'était pas un militant, mais partait du principe que quand on était un travailleur, il fallait absolument être syndiqué. Après, je suis rentrée déjà dans un statut de petite responsabilité au sein du syndicat très très vite, au centre de chèques. Je faisais partie de ce qu'on appelle la commission exécutive. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, en 1974. J'ai fait connaissance du syndicat CGT. Et puis, ils m'ont proposé l'adhésion, donc j'ai adhéré tout de suite. Et un mois après, j'ai adhéré au Parti communiste parce que dans les usines, il y avait une cellule, il y avait des cellules, donc j'ai adhéré tout de suite aussi. Les moments forts, c'est les moments où j'ai exprimé mes convictions et où on me l'a interdit, où on a essayé de me l'interdire. Je les ai exprimées très vite, hein, puisque j'ai été embauchée à la Poste en 1974. Et 2 mois après, il y a eu un gros mouvement de grève au centre de chèques et partout dans la Poste. Et on a fait une grève de 2 mois à l'époque. Moi, je sais que mon père, il était syndiqué, il travaillait à Usinor. Hein. Donc, il était syndiqué à la CGT, mais on n'en parlait jamais. Jamais on parlait de ça. Et donc, j'ai pris mon engagement moi-même, quoi. On a fait encore des luttes régulièrement. En tant que syndiqué, je faisais grève, je faisais même les piquets régulièrement. Et puis, il y a une année, ils m'ont demandé d'être délégué CGT. Donc, j'ai pas refusé, j'ai été avec eux délégué. Je défends les retraités, CGT, enfin les syndiqués à la CGT, quoi. Donc, je continue la lutte avec les retraités, parce que nous, les retraités, on a des revendications. Le militantisme, en fait, ça consiste essentiellement à essayer d'expliquer un peu tout l'intérêt de porter des valeurs, et quelles valeurs, et les défendre. Donc ça, ben oui, ça a commencé très vite, en 1974. Et ensuite, ça a continué, même au sein de mon activité dans le privé, puisque je me suis fait licencier pour ça. Donc, la preuve en est, c'est que j'ai continué. Donc, pratiquement toute ma vie, je crois que j'ai porté ces valeurs-là. De la fraternité, essentiellement. La CGT, pour moi, c'est un syndicat qui porte cette valeur essentielle, la fraternité. Après, il y a ces motifs de lutte qui sont tout à fait légitimes et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres syndicats. Donc la CGT a quand même une position particulière. Elle passe bien souvent pour un syndicat contestataire et pas constructif, ce qui est entièrement faux. Il y a tout simplement une volonté en face de ne pas vouloir entendre les propositions constructives de la CGT parce qu'elles sont très dérangeantes. Il faut continuer à se battre. La vie, c'est pas si simple que ça. Donc, non, je vais toujours rester à la CGT. Je dis pas jusqu'à ma mort, mais si, j'espère, quoi. Hein. Mais on en a besoin de syndicats. Il faut se battre avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on est remis en cause tous nos acquis sociaux. Nos anciens ont lutté pour la sécurité sociale. On en a encore besoin aujourd'hui. La preuve avec la pandémie, s'il n'y avait pas de sécurité sociale, on serait peut-être déjà mort maintenant. Il y a ceux qui sont fatalistes et qui ne croient pas au combat qu'on puisse mener, qui sont déjà de toute façon dans la défaite. Ceux qui contestent les positions qu'on a, ceux qui veulent se syndiquer uniquement pour avoir comme une couverture sociale, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu dommageable quand on n'a pas conscience qu'on peut être acteur de sa vie. On a convaincu une personne quand on l'a rendu acteur de sa vie. C'est tout. Pour moi, la CGT, c'est la vie aussi, quoi. J'ai pas trouvé d'autres syndicats qui m'apportaient ce que ce syndicat-là m'apportait. Pourtant, j'ai pas toujours été d'accord avec ce que la CGT portait. Si elle doit changer et si elle doit s'ouvrir, il vaut mieux rester à l'intérieur. C'est le seul moyen, je pense, quand tu fais partie d'une structure, d'essayer de faire évoluer
les idées, d'enrichir les débats, et puis de regarder sous un autre angle. Alors les changements, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein, par rapport, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est la montée du Front National. Ça m'inquiète beaucoup et c'est triste de voir ça parce que même dans des villes où on était communiste, quelquefois dans les élections, c'est le Front National qui prend le dessus. Donc c'est vrai que ça m'inquiète. C'est le chômage. Les gens sont en colère, ils sont au chômage et ils croient qu'en votant Front National, ils vont avoir du boulot, mais c'est archi faux. Moi, ça m'inquiète beaucoup, ça. Alors, le glissement du PC, par exemple, sur le Front National, oui, ça c'est clair, on le voit bien dans la région du bassin minier, hein, c'est flagrant. Je pense aussi qu'il y a des méthodes qui se ressemblent. Je pense que les mots utilisés, les raccourcis, c'était des méthodes du PC à l'époque. Donc ça touchait tout de suite une population qui était confrontée à des conditions de travail très dures et que cette cible-là, effectivement, a été facile à manipuler. Et je pense que dans le discours du Front National, comme en plus ils utilisent la peur de la différence et de l'étranger, notamment, ça fait son chemin dans la tête des gens. Les gens du PC, donc même à l'époque, sont allés vers le Front National parce qu'ils ont été fortement impressionnés par le discours d'obscurantisme du Front National. Dans le monde ouvrier, aujourd'hui, on a du mal à se rassembler. On les voit dans les manifs, c'est toujours les mêmes qui sont dans les manifs. On devrait avoir beaucoup plus de gens, mais aujourd'hui, ils se tassent chez eux, ils se renferment, les gens. Ils ne causent plus de tout ça, ils vont même plus voter. Moi, je me souviens, quand on faisait des réunions, on disait aux gens, il faut aller voter. Les filles, ils allaient voter. Parce que lundi, quand ils revenaient à l'usine, je leur disais, t'as été voté, toi? Eh bien, s'ils n'y allaient pas, crois-moi, ils avaient un rude bouchon. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus de tout ça. L'avenir, il faut la construire. Il faut le construire, l'avenir. Hein. Et il n'y a que nous qui pourrons le construire ensemble, tous ensemble. Et il faut continuer à lutter, il faut continuer à parler aux gens, aux jeunes, aux retraités aussi, parce que les retraités, c'est pareil. Il y a beaucoup de retraités qui votent au Front National aussi. Hein. On est obligé de constater qu'il y a un ralentissement, une diminution du mouvement ouvrier et de son expression surtout. Oui, ça je le déplore et ça se voit lors des manifestations déjà. Hein. Aujourd'hui, on a des manifestations qui sont constituées de militants et non pas de travailleurs qui devraient être là pour s'exprimer et exprimer leurs revendications sur leurs conditions de travail. On en voit de moins en moins. Ça veut dire que quelque part, les syndicats sont moins crédibles. Et il faut se poser encore la question. Et quand tu as un groupe extrémiste de droite comme ça qui se pointe et qui utilise la petite phrase qui dit par exemple que les étrangers nous prennent le boulot, il y aurait moins de chômeurs s'il n'y avait plus d'étrangers, ça se dit encore, hein, bien sûr, ça fait son chemin dans les têtes justement des gens qui n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes. Et je ne sais pas quelle est la solution, si ce n'est que ça doit passer par des militants. Ça ne peut passer que par des militants. Mais on n'est pas assez nombreux et il faudrait qu'on le soit plus, pour pouvoir expliquer à toute une communauté que là où il n'y a pas d'avenir social correct pour tout le monde, le danger c'est ça, quoi. La politique globale de la France aujourd'hui n'a pas satisfait du tout les besoins de nos concitoyens. Sur Flins, c'est pareil, hein, il y a eu un maire communiste, le relais a été pris par une femme qui n'est pas cartée au PC mais qui était quand même sympathisante. Et il s'avère qu'effectivement, on a eu des résultats en pointe comme ça du Front National. On a l'impression que c'est pour réagir vraiment face au PC qu'on s'inscrit dans le Front National. Honnêtement, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, moi, me fait peur parce que je pense que le Front National a pris à toutes les conditions pour mener à bien son but, là. Je pense qu'il faut débattre un maximum. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à revoir au niveau de l'éducation nationale.
Enfin bon, il y a un tas de thématiques sur lesquelles il faudrait retravailler et offrir des perspectives. Mais là, il n'y a pas. En ce moment, c'est ça. Et c'est ce qui explique que l'extrémisme de droite prend autant d'importance. Il y trouve toute sa place dans cette faille-là. Si on n'est pas convaincu de tout ça, et si on n'est pas décidé à en parler autour de soi, bah oui, on va se refermer petit à petit sur soi, et on va laisser la place à ce genre de choses. Ah, je suis optimiste de nature. Ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, ça peut changer. Oui, je confirme que je suis optimiste. Je crois encore en l'être humain et je crois qu'il va se réveiller. Donc, échangeons, écoutons, échangeons un maximum et puis ben, ça fera forcément des petits quelque part. Hein. C'est amener les gens à réfléchir sur d'autres pistes. Ah, moi, j'ai toujours été optimiste. Si on est pessimiste, bah, on ne peut pas lutter, c'est pas possible. Hein. Il faut toujours y croire. Donc, bah, l'avenir nous le dira, mais moi, je me battrai encore pour mes enfants déjà, hein, parce qu'il faut se battre pour les enfants. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on voit que nos jeunes, ils n'ont pas à manger dans les facs, c'est scandaleux quand même. Donc, il faut se battre pour eux, pour leur montrer qu'il y a un avenir autre chose qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Et puis, il faut combattre pour avoir un meilleur avenir, et puis l'humain d'abord. Je me présente, Michèle Gréhomme, sénatrice du Nord. Auparavant, j'étais maire de la commune d'Onain de 2014 à 2017 et d'origine, je suis rédacteur territorial et j'ai travaillé pour différentes communes, dont la ville de Onain pendant 17 ans et la ville de Saint-Amand-les-Eaux, le CCAS notamment. Alors j'ai commencé à militer très jeune, j'avais 16-17 ans. Et sur la commune d'Onain, où il y avait le Parti communiste français qui était beaucoup implanté, énormément de soirées étaient effectuées pour les jeunes, c'est-à-dire des soirées vidéo par exemple, où on abordait la politique généralement en fin de vidéo. Et petit à petit, je suis rentrée dans la jeunesse communiste. Je me suis avancée au niveau du Parti communiste et notamment la jeunesse communiste, c'est que je suis fille d'un ouvrier, tout simplement. Onain est une ville ouvrière. Dans le temps, on était à passer 12 000 habitants. Et comme tous les ouvriers ont du mal à finir les fins de mois, ils ont leur vie particulière, ils ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Si on se pose sur la fin des années 60, le début des années 70, c'est encore un moment où, plus que d'un monde ouvrier, on peut parler d'une véritable classe sociale, c'est-à-dire non pas seulement des individus qui sont réunis par des conditions de travail similaires, mais des individus qui sont réunis par un sentiment d'appartenance commune, par des caractéristiques identitaires et culturelles communes, par des affiliations politiques communes, très souvent à ce moment-là à gauche, bon, même si en France historiquement il y a plusieurs gauches, donc c'est souvent la gauche du Parti communiste, mais ça peut être d'autres gauches. Alors, la tradition du Parti communiste français sur la commune de Onain, c'est simple, c'est la cheville ouvrière. Il y a énormément d'ouvriers dans notre ville. C'est au cours des années 70-80 que le monde ouvrier atteint son nombre maximal. Environ 7 millions d'ouvriers en France au début des années 1980. À ce moment-là, il représente environ 30% de la population active. Les mines nous ont rapporté pas mal de corons. Il y a plus de 600 logements miniers sur la commune d'Onain. Forcément, tous ces personnes-là, c'est des ouvriers de toute nature. Faut quand même rappeler qu'on a des Algériens, des Tunisiens, des Espagnols, des Polonais, des Portugais. On avait une richesse de culture sur notre ville, qu'on a encore d'ailleurs, où tout le monde s'entendait et il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas toute cette problématique qu'aujourd'hui on veut nous imposer. Non, au contraire. Moi, j'ai vécu dans une ville minière. Onain,
C'est une ville minière également, avec plein de logements. Et j'ai rencontré toutes sortes d'ethnies, et je vais vous dire, ça m'a fait une richesse. Une richesse. Nous avons tout le monde qui est autour et qui a vécu, principalement des ouvriers, qui ont vécu ensemble, et c'est ça qui fait notre force au Parti communiste. C'est un groupe ouvrier aussi, mais il a toujours été, qui est clivé. Clivé entre ouvriers autochtones et ouvriers migrants, puisqu'on a fait beaucoup appel aux migrants d'Afrique du Nord notamment, mais pas seulement, aux Espagnols, aux Portugais, pour venir travailler comme ouvriers spécialisés dans les usines. Pour reprendre un élément clé de nos analyses, qui est la question de la xénophobie, honnêtement, la question de la xénophobie, on ne l'a pas découverte il y a 40 ans. Les mineurs de Lens font des quasi-pogroms contre les Belges à la fin du 19e siècle. Les relations entre migrants polonais et migrants autochtones dans les années 30, c'est pas top. Des formes de racisme dans les années 50-60, vous en avez aussi. C'est-à-dire que des formes de racisme, de nationalisme et d'exclusion, le monde ouvrier les connaît. Je pense que, encore une fois, ces phénomènes existent, mais ces phénomènes étaient par exemple minorés par un discours qui disait que tous les ouvriers étaient les mêmes, par un discours qui effectivement disait que le renversement du capitalisme était le but commun. Aujourd'hui, on a la problématique du Rassemblement national. Les gens, c'est pas qu'il y a moins d'ouvriers, loin de là, mais on leur fait miroiter certaines choses. Je ne veux pas qu'on dise, ceux du Parti communiste sont partis au Rassemblement national. Pas du tout. On n'a pas le même électorat. On vise les ouvriers, tous. Mais le Rassemblement national, qui fait espérer beaucoup de choses, lui, va pour dire, c'est toujours à cause de l'autre. Nous, c'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit, la problématique, c'est que on a des salariés pauvres. C'est-à-dire que vous avez à la fois des zones qui conservent des formes culturelles et politiques liées à une identité ouvrière et qui en même temps, à l'échelle nationale, votent pour le Rassemblement national. Donc si vous voulez voter Rassemblement national à des niveaux élevés, c'est pas une singularité nordiste. De toute façon, sinon Marine Le Pen n'aurait pas été au deuxième tour la dernière fois. Donc ce qui est en revanche assez singulier, c'est cette disjonction qui était très visible en 2002. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen, à la surprise générale, est arrivé au deuxième tour, les législatives qui ont suivi ont plutôt confirmé les candidats socialistes ou communistes. Donc je pense que, si vous voulez, il y a plein de questions à poser, si on en revient à la gauche aujourd'hui, mais plein. Mais une question qui n'est pas très souvent posée, mais qui à mon avis est quand même une vraie question, c'est cette disjonction du local et du national. Parce que, si vous voulez, les individus sont pas schizophrènes. Si des individus votent communiste à l'échelle locale et votent Rassemblement national à l'échelle nationale, c'est que eux, ils voient une raison. Et à mon avis, c'est à la fois parce que désormais, paradoxalement, l'ancrage communiste est dépolitisé. Mais pourquoi on a le droit de mourir dans le Nord plus qu'en France? Pourquoi il y aurait plus de chômage dans le Nord plus qu'ailleurs? Pourquoi il y aurait plus d'inégalités ici plus qu'ailleurs? Pourquoi il n'y a pas un partage de richesses des grosses entreprises? Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur la loi sécurité. Il y a des contrôles aux faciès aujourd'hui, et il faut quand même être clair. Dans un temps, on a quand même su vivre avec toutes sortes de nationalités. Il n'y avait pas de problème. Le problème du Nord, c'est que le Nord est dans la détresse. Alors la chute des bastions traditionnels du monde ouvrier dans le Nord, l'industrie minière, pour prendre cette grande pourvoyeuse d'emplois, ou le textile, c'est à peu près la même chronologie, sont en crise dès les années 60. Sont en crise parce que à l'époque, le textile nordiste commence à devenir obsolète, et par ailleurs, on a de moins en moins besoin de charbon puisqu'on on utilise de plus en plus de pétrole et bientôt d'industrie nucléaire. Donc à ce moment-là, c'est un monde au début des années 70 qui est à la fois déjà considéré comme un monde en difficulté socialement. Et en fait, les difficultés du Nord industriel, elles viennent en grande partie du fait qu'il n'y a pas eu une seule phase de désindustrialisation, mais plusieurs qui se sont juxtaposées. Un travailleur sur 4
de 18 à 24 ans est pauvre. Quel espoir pour notre jeunesse! Aujourd'hui, ces jeunes, ils n'ont même plus d'espérance de vie. Qu'est-ce qu'on leur donne? Quel espoir ils ont? Quand on dit le taux de chômage au troisième trimestre 2020 s'élevait à 10,8%. En France métropolitaine, il est à 8,8%. Rien que dans le Nord, on est à 11%. Il y a quand même un souci. En politique, bien souvent, vous avez des gens qui vont se battre pour des places. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus besoin de ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on les aide, qu'on soit là, qu'on soit présent. Ils ont besoin d'élus de terrain. Ils ont besoin des gens au quotidien. Donc, moi, j'essaye, autant que je peux faire, de pouvoir répondre à ma population. Je pense que c'est une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus le PC se dévitalise, moins il a des moyens de s'ancrer et d'influer socialement, et moins il a des moyens de s'ancrer et de s'influer socialement, plus il se dévitalise. Et je pense que les élites du PC reflètent aujourd'hui davantage cette dévitalisation du PC qu'autre chose. Le Rassemblement national, on n'a pas les mêmes priorités. On ne tape pas sur les plus pauvres. Certains grands-parents aujourd'hui feraient des bons de 3 mètres, s'il sera encore ici, en disant « Mais bon sang, pourquoi tu t'en vas voter à droite? Pourquoi tu t'en vas pas voter la gauche, toi qui es ouvrier, toi qui... » Toute la famille s'est battue pendant un moment pour les grèves, en disant « Il faut se battre pour avoir plus, pour avoir une augmentation de salaire, pour avoir des acquis sociaux, les allocations familiales. » Disons que l'un des signes qui permet de voir que le Nord rentre dans une autre phase, c'est par exemple la grande grève des mineurs de 1963. Donc c'est tôt, hein, c'est bien avant, donc qui est une grève gagnée. Hein, les mineurs obtiennent l'augmentation de salaire qu'ils demandaient. Donc si vous voulez, on pourrait situer le basculement entre 63 et 1969. En 1969, adopté par le gouvernement, ce qu'on appelle le plan Bettencourt, qui est un plan de réduction de la production charbonnière extrêmement important, qui prévoit à cette époque que les mines de charbon dans le Nord fermeront au début des années 80. Le Nord, et notamment le Nord minier, est entré dans une autre phase de son histoire. En 63-69, on sait que les mines, c'est fini. C'est seulement entre le milieu des années 70 et le début des années 80 qu'on voit autre chose, c'est-à-dire que même les activités industrielles dites nouvelles vont avoir du mal à se dominer. Mais c'est vrai que globalement, les grands renversements sont durant cette période. Donc, arrêtons de frapper sur ceux qu'il ne faut pas frapper. Je pense qu'il faut regarder les choses autrement. Je pense que tout le monde a sa place. Le Rassemblement national n'a pas les mêmes objectifs. Mais il y a la même population, c'est-à-dire la population, les ouvriers, les gens qui sont en difficulté, qui ont les inégalités sociales. On a le même terreau, mais pas les mêmes objectifs du tout. Mais le Rassemblement national, il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est qu'il va aller dans ce terreau où les gens sont en difficulté parce qu'ils ont du mal à finir leur fin de mois, parce qu'ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils se sentent délaissés de la société. Ils vont aller les voir et puis pour dire, voilà, c'est pas... Si t'es dans cette merde-là, c'est à cause du voisin. Non, ça marche pas comme ça. Il faut qu'aujourd'hui les gens ils se rendent compte que c'est pas la solution. Et d'ailleurs, je les invite à regarder dans les hémicycles. Il faut qu'ils regardent dans les hémicycles ce qui se passe. S'ils veulent savoir de quel côté il faut voter. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est l'abstention. Hein. Dans les familles, dans le temps, les grands-parents, arrière-grands-parents, ils discutaient avec leurs enfants. Il était hors question, au niveau des élections, qu'ils ne participent pas. Ils y allaient, même s'ils votaient blanc, mais ils y allaient, ils utilisaient leur droit de vote. Et c'était un devoir. On se retrouve dans la situation du premier tiers du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a face à nous des bouleversements gigantesques qui affectent énormément la vie des individus et des collectifs. À terme, je reste optimiste, ça veut dire que les politiques et les citoyens ont devant eux une tâche majeure, c'est-à-dire de penser et de parvenir à définir un projet qui change en profondeur nos modes de consommation et de production,
ça je crois qu'on n'y échappera pas, mais sur la base de constats partagés et de reconstitution d'un collectif. Tout le monde a sa place dans ce monde. Il suffit de trouver sa place et il suffit de laisser la place. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout.